Dans son œuvre Aliénation et accélération, le sociologue Armut Rosa avait pointé un phénomène qui trouvait un écho en chacun. Nous avions le sentiment de devoir courir après un temps débridé. Face à une denrée rare, nous serions tous devenus des prolétaires du temps. Pour prendre le temps et questionner notre perception du temps dans la modernité, nous interrogerons aujourd'hui Armut Rosa, bien sûr, mais également un essai du philosophe Tristan Garcia, La vie intense. En faire toujours plus en toujours moins de temps semble être la contrainte à laquelle l'individu est fixé dans la modernité tardive. Pour en discuter, j'ai décidé de faire appel à Boris Bégard. Bonjour Boris. Bonjour Olivier. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Je suis ravi de te retrouver pour parler d'intensité. Ouais. On va partir à la recherche de cette intensité dans ce hall qui est celui de Cœur Défense. Ah, c'est relativement impressionnant, c'est magnifique. Bah ouais, écoute, et pour en parler, je trouve que c'est indiqué de s'asseoir. Parlons d'intensité en étant assis. Ouais, allons-y. Je ne sais pas si tu peux imaginer, Boris, mais ce quartier, le quartier de la Défense, Ouais. c'est 500 000 passagers qui transitent chaque jour. Ah, ça fait du monde. Ça fait du monde, ouais. Je savais pas que c'était 500 000, je savais que c'était le premier centre d'affaires en Europe, mais je savais pas pour les 500 000. Mais du coup, pourquoi tu me donnes rendez-vous ici? Bah, je trouvais que c'était représentatif de notre sujet sur l'intensité sociale. On est dans la chanson de Noir Désir, tu connais peut-être L'Homme Pressé. C'est un vieux tube. Redis-moi, parce que je suis pas sûr de... Je suis l'homme médiatique, je suis plus que poétique, je vais vite, très vite, ma carrière est en jeu. Ok, ouais, Tu vois, j'ai l'idée. Tu as les éléments en fait de compétition, de concurrence, d'intensification de la vie sociale qui sont déjà présents dans cette chanson, quoi. On est vraiment dans un climat ou dans un contexte, celui de la modernité, qui est celui de l'accélération sociale. C'est la compétitivité économique, c'est la recherche de la rentabilité, du profit, de l'efficacité. Tout ça agrégé dans un quartier qui est somme toute assez symbolique de ça. Pourtant, on ne peut pas réduire la modernité à ce seul trait, l'accélération, qui est celui de l'efficacité ou de la rapidité technologique, parce qu'en fait, ça affecte l'ensemble de notre vie, y compris les dimensions qui sont les plus intimes. Et c'est là où tu vas avoir la conversion entre ce qui est l'accélération, le phénomène que tout le monde décrit, la vitesse, et la façon dont ça se transforme en nous, c'est-à-dire l'impact que l'accélération sociale a en chaque individu. D'accord, donc tu fais une distinction entre l'accélération et l'intensification. Ouais, absolument. Mais pour moi, c'est la même chose, donc pourquoi... Bah, vraiment, il faudrait dire d'un côté, tu as l'accélération sociale et la façon dont ça nous impacte. Okay. L'accélération sociale, si on veut simplifier, on va dire que c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Il va y avoir 3 dimensions de l'accélération sociale. Il y a une dimension technologique, c'est celle à laquelle on pense spontanément. Tu vois, la technologie, je vais te prendre un exemple qui va te parler tout de suite. Si tu prends le train, tu fais un Paris-Bordeaux. Si tu es en 1870, ton Paris-Bordeaux, ça représente, tu peux imaginer le nombre d'heures. Paris-Bordeaux, ça, je sais pas, 10 heures? 8 heures? 14 heures. 14 heures. 14 heures. 8 heures, c'est plutôt au début du XXe siècle. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, c'est 2 heures. C'est 2 heures, ouais, de Paris-Bordeaux. Ouais. Tu passes de 14 heures à 2 heures. Donc au niveau technologique, on y est. Et là, on est dans le cas du transport physique. Mais le transport immatériel, c'est la même chose. Quand je dis transport immatériel, c'est la vitesse de communication. Okay. Tu connais probablement le mythe de Marathon qui a donné Vas-y, rappelle. Bah écoute, il vient rapporter oui, chez les Grecs la victoire ouais. qui a été remportée et il est épuisé, c'est les guerres puniques, et il meurt. Exactement. Donc imagine cette vitesse de communication, il meurt, hein, le pauvre. Oui, c'est et dommage. aujourd'hui, Internet, ça va être nettement plus vite. Donc on passe d'une communication qui est infiniment lente à quelque chose qui est instantané, quoi. Et là, si on veut le traduire en chiffres, l'accélération au niveau de la communication, c'est 10 milliards de fois plus rapide aujourd'hui que du temps de marathon pour grossir le trait. Donc là, c'est vraiment l'accélération sociale sur la technologie. Ça, tout le monde l'a en tête. Mais tu as aussi une accélération sociale au niveau des institutions sociales. Que ce soit la famille, l'école, ou la justice, l'éducation, enfin tout ça, va être impacté aussi par l'accélération sociale. Comment dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, une institution, c'est quelque chose qui structure notre vie, qu'on le veuille ou non. C'est quelque chose qui a tendance à exister avant toi, qui existera pendant ta vie et qui perdurera ensuite. Ça donne de la stabilité, ça donne des cadres de référence. Ça fait en sorte que ce qui existe aujourd'hui sera encore là demain et ça donne une stabilité aussi aux identités. Or, aujourd'hui, les cadres de référence, ils sont bousculés. Ça va de plus en plus vite. Ta vie va de plus en plus vite au sein de ces institutions. Là aussi, je peux donner des exemples qui sont assez probants. Tu sais, avant, tu héritais du métier de ton père, par exemple. Donc là, on est dans l'institution des corporations qui fait que le travail se donne de père en fils. De génération, ouais. Voilà.
Aujourd'hui, tu es dans des évolutions qui sont plus de génération en génération, même pas, mais intragénérationnelles. C'est-à-dire que dans ta vie, il y aura des changements. Ouais. Tu es parisien. Ouais. Moi aussi. Un Parisien sur deux va divorcer. Pour ceux qui sont mariés, bien entendu. Il faut que je prévienne quelqu'un, du coup. Il faut passer par la première étape, le mariage. Ouais. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Ouais. Je te souhaite d'être dans ceux qui restent Ouais, mariés. c'est les survivants. Tu n'es pas américain, mais disons que la tendance est la même. Dans ta vie professionnelle, un Américain aujourd'hui, donc peut-être un Français aussi, va changer 11 fois de travail. Ouais, c'est énorme ça. Il y a un vrai différentiel avec les générations antérieures, du coup. Exactement. Et c'est là où tu vois que on est dans l'accélération sociale au niveau des institutions. D'accord. Donc ça, c'est l'accélération. Attends, il en manque une dimension encore. Je t'ai dit 3 dimensions. Ah oui. La troisième, c'est nos vies elles-mêmes. On est dans une accélération sociale aussi parce qu'il y a de plus en plus de vies qui peuvent être vécues dans un instant T. Grâce ou à cause de la société de consommation, grâce ou à cause du mythe de l'abondance qui fait qu'on a pléthore de biens à notre disposition, eh bien, on peut vivre une multiplicité de choses en même temps. Il va falloir faire des choix. Ouais. Tu mets les applications de rencontre là-dedans, par exemple? On pourrait, tu vois, l'application de rencontre, elle serait au croisement entre la technologie et la consommation finalement. Ouais. Si on adapte les méthodes de consommation avec des technologies qui nous permettent de mettre à disposition énormément de monde. Donc là, tu nous as expliqué les 3 dimensions de l'accélération. Mais du coup, je comprends pas où tu nous emmènes là vis-à-vis de l'intensification. Ouais, il va falloir préciser un peu, tu vois, c'est important de bien choisir ces termes. L'intensité sociale ou l'intensification, il faudrait voir ça comme une compression ou comme une augmentation du nombre d'épisodes que tu vas vivre dans une séquence donnée. On va mettre plus à l'intérieur du même segment. Ok. Pour donner une image technologique encore, c'est comme le fichier MP3, quoi. Tu as une qualité de son musicale, tu vas transformer en MP3, il va y avoir une perte au niveau du son, mais tu peux mettre plus, ce qui est vraiment une compression de fichier, c'est la même chose. On va essayer de réfléchir, alors c'est toujours une image de pensée, c'est-à-dire que c'est une simplification du réel, mais on va essayer de prendre 3 unités de temps différentes. L'année, la vie, de la naissance jusqu'à la mort, et aussi le quotidien. Ça colle finalement, tu vois, à ce qu'on a dit sur la technologie, les institutions sociales et la vie. C'est l'année, la vie et le quotidien. Et le quotidien, le jour au jour. Quoi. Voilà. C'est vraiment une simplification, mais ça permet de bien comprendre l'intensification. Sur l'année. Là, par exemple, le critère, c'est pour moi le travail, mais on pourrait prendre une autre réalité. Parce que le travail, tu as des objectifs annuels qui sont fixés. Bien sûr. Et le travailleur, l'employé, le salarié, le cadre, il a des objectifs, il cherche à les atteindre. Mais même s'il veut vraiment bien se faire voir, même s'il veut avoir une augmentation, même s'il veut avoir une promotion, il va pas falloir atteindre ses objectifs, il va falloir performer, voire surperformer. Et ça, c'est vraiment l'intensification sociale, c'est faire plus dans le même segment de temps. Plutôt que d'atteindre juste tes objectifs, tu vas essayer d'en mettre encore un peu plus. C'est super performé, tu vois. Si tu regardes du côté de la vie, pareil, tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure sur les institutions sociales. Le rythme, il change au sein d'une même génération. Tu vas te marier, tu vas divorcer, tu vas changer de travail, etc. C'est-à-dire que la fidélité à un poste, à une femme ou à un mari, même à une croyance, à une passion, ne va pas être un engagement de toute une vie. Tu vas avoir des fidélités successives. Là aussi, l'intensité, tu vois, elle se rencontre. Il y a plusieurs vies dans une vie, quoi. Exactement, exactement. Et donc, tu vas changer, tu vas avoir des engagements successifs, tes cadres de référence vont se transformer. Comme le dit l'un des auteurs avec lesquels on a travaillé à Hartmut Rosa, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va être témoin de l'ensemble de ta vie biographique. Tu vas rencontrer des gens dans ta vie à un certain moment qui vont disparaître, qui vont être remplacés par d'autres, parce que cette vie-là, c'est des fidélités successives. Tu as des cadres de référence qui vont se transformer. Ça, c'est pour la deuxième partie. D'accord. Troisième, c'est le quotidien. Voilà, c'est assez simple. C'est le quotidien est une aventure, c'est ce que disaient déjà les situationnistes et Henri Lefebvre. On va investir le quotidien, on va s'engager dedans, on va vivre des expériences, on va multiplier les expériences, on va s'éclater au jour le jour. D'accord. Donc là, si je résume un peu, tu expliquais que on vit une accélération par la technologie qui provoque une intensification, c'est ça? Mais ça a du bon, ça aussi. Moi, par exemple, y a pas mal de choses que je me vois pas gérer par fax, tu vois, et que un mail ou un SMS ou une note vocale, ça va beaucoup plus vite pour gérer les problèmes, quoi. Par exemple, si je veux prendre un billet de train, on parlait des applications de rencontres tout à l'heure, mine de rien, ça génère beaucoup de rencontres, tout simplement. Si je veux aller voir mes parents en banlieue ou en province, je peux faire du covoiturage très rapidement. Enfin, il y a plein de bénéfices à ça.
C'est vrai. Et en fait, tu te rends pas compte à quel point ce que tu dis, qui a l'air d'être concret et de l'ordre du quotidien, est vraiment ancré dans la métaphysique occidentale. Là, tu vois, je remplis des grands mots, mais la modernité, la promesse de la modernité, c'est-à-dire le siècle des Lumières, la Révolution française et autres, c'est de se dire le progrès social va permettre à l'homme de s'émanciper grâce à l'autonomie. Tu es plus libre de tes actions. Tu es gagné en autodéterminisme et en auto-efficacité. Tu peux faire plus, tu peux agir plus efficacité dans le monde grâce aux technologies. C'est merveilleux. C'est une vraie promesse. Simplement, on peut se dire concrètement que cette promesse n'a pas été totalement honorée pendant la modernité. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi, à travers les exemples que tu viens de développer d'ailleurs. Tu parlais des mails. Super, les mails. Avant, ça n'existait pas. Donc, on allait envoyer un pigeon voyageur, un fax, un télégramme, un courrier et tout ça. Donc là, on est vraiment dans un progrès en termes de vitesse de transmission d'une information. Simplement, la question c'est le mail qui est apparu, c'est accumulé dans ta boîte, qui fait qu'aujourd'hui, tu ouvres ta boîte mail, tu as 10, 15, 20, 30 mails à traiter. Beaucoup de parasites. Et ça te parasite, exactement. Et quand tu commences ta journée de travail pour un salarié, tu commences par éplucher tes mails, les trier, les classer. Donc, c'est-à-dire que ta première heure, elle est consacrée juste au traitement du classement de ces mails avant même de commencer effectivement à travailler. Avant même de travailler, tu travailles. Donc, c'est une perte de temps. Et tu le vois bien d'ailleurs dans la génération Z aujourd'hui au travail, ils ont délaissé complètement le mail pour passer par les chats. Et qui sont beaucoup plus rapides encore. Exactement. Mais sauf qu'un nouveau moyen de communication ne nous fait pas nous débarrasser des précédents. Donc aujourd'hui, tu as les mails. Pas tout de suite en tout cas. Tu as les chats. Tu as la communication informelle dans l'open space par exemple. Traditionnel. Donc ça augmente. Je vais te donner un autre exemple qui est domestique, celui-ci, parce qu'on pourrait dire la charge mentale, par exemple, des femmes a été allégée grâce aux appareils domestiques, l'aspirateur, le lave-linge, etc. Et bien sûr, je pointe les femmes parce que pendant un temps, c'était qui se voyaient consacrées à ces tâches-là. Et donc, l'appareil robot ménager qui apparaissait dans les années 50, dans la publicité, c'était genre, les femmes vont être tellement heureuses, le bonheur leur est enfin promis. libéré. Voilà. Bon, par exemple, tu prends un lave-linge. Génial. Je vais pas aller au lavoir. Voilà. C'est prend moins de temps. Et je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, on a libéré du temps. Sauf que, en fait, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de machines qu'auparavant. Alors, je vois déjà ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent qui vont se dire, oui, mais avant, on était sale. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je viens de lire un bouquin qui se passe au Groenland, où c'est un Danois qui part au Groenland et qui explique que là-bas, les gens lavent leurs habits très rarement, enfin beaucoup moins fréquemment que nous, mais qui sentent pas mauvais. Et il se rend compte que l'un des effets induits de la pollution et de l'environnement dans lequel on vit, c'est la saleté, c'est les vêtements qui jaunissent, la crasse, etc. Donc ils sont moins sales que nous, donc ils ont moins besoin de laver leurs vêtements. Donc tu vois, là aussi, ça a un effet de la technologie. Etc. Voilà. D'accord. Donc, là, tu as vraiment, et je pourrais énumérer un nombre d'exemples qui seraient infinis. Ça veut dire que, paradoxalement, l'accélération sociale, la technologie, produit un sentiment de famine du temps. On a faim de temps. On veut plus de temps pour faire plus de choses. Et il nous manque toujours ce temps. D'accord. Là, c'est marrant, tu parlais du Groenland, là, et ça me fait penser à, je sais plus dans quel pays scandinave, ils ont inventé une chaîne de télé slow. Je sais pas si tu connais ce mouvement-là, le slow, bien sûr, qui est un peu la réponse à ça, en fait. Ouais, finalement. Alors, il va falloir nuancer. Mais tu as raison, il y a slow food, il y a slow fashion. Slow tout, quoi. La fashion, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que quand tu as des collections qui sortent quasiment à un rythme hebdomadaire, ça crée écologiquement un vrai problème. C'est une catastrophe. Ça crée des comportements addicts, les fashion addicts. Voilà, enfin, etc., etc. Donc c'est vraiment une chaîne qui est délétère et catastrophique. Donc on peut se dire le slow, ça serait la réponse à ça, ce serait parfait. Ça permettrait de décélérer, ok. Ça permettrait de mieux vivre peut-être. Mais dans le fond, c'est quand même un phénomène qui est largement marketing, c'est-à-dire que c'est largement à la surface des choses. Quand je te parlais de l'accélération, c'est pas juste un phénomène qu'on peut ralentir et qu'on peut freiner comme ça. On n'a pas genre un frein à main, on est plutôt dans le snowpiercer, ça fonce à toute allure vers la catastrophe. Parce que c'est vraiment une architecture mentale. On parlait de la technologie. Si tu veux ralentir technologiquement, tu risques de t'effondrer. Aujourd'hui, notre fonctionnement social, la dynamique sociale, c'est celle de la stabilisation dynamique. C'est-à-dire qu'il faut toujours plus, il faut toujours aller plus vite, il faut toujours plus innover pour rester dans la compétition, pour rester dans le game, pour faire en sorte que ça reste stable. On n'est plus dans une promesse de progrès ou d'émancipation, on est là juste pour que ça continue à marcher. Donc l'accélération, elle est d'une certaine façon inéluctable du point de vue de notre chaîne mentale
qu'on a construit. Du point de vue de nos vies, c'est la même chose. Je te parlais des institutions tout à l'heure. Tu es baptisé, tu as un travail à vie qui t'est conféré par ton père, tu as une femme, une famille, etc. Tu as un cadre de référence qui te donne une identité qui est stable. Tu sais qui tu es et cette identité, elle va pas changer pour ta vie. Dans un cadre qui est mouvant, de façon constante et permanente, c'est le mouvement qui devient le marqueur de ton identité. Tu dois bouger, tu dois te réinventer sans cesse et c'est dans ce mouvement-là que tu trouves, comme au niveau de la technologie, cette stabilité dynamique qui permet de continuer. Tu vois le genre? Oui, complètement. Ça me fait penser à l'employabilité interne des collaborateurs. Tu sais, c'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui toujours aux collaborateurs de trouver une nouvelle position dans l'entreprise tous les 3-4 ans, etc., d'être toujours en mouvement et d'être acteur de sa transformation. C'est ça, c'est exactement ça. On est dans cette dynamique qui soit au niveau social, au niveau technologique et au niveau aussi intime, puisque l'exigence là de l'intensification, c'est que si tu veux te sentir vivant, si tu veux avoir le sentiment d'exister, il va falloir que tu vives intensément, et c'est à ça qu'on pense en général quand on pense à intensité. Mais je me demande si tu as vu une série qui s'appelle Macho Alpha sur Netflix, qui est en train de passer. Non, pas du tout. Non, je suis en train de la découvrir. Très amusante. C'est une série espagnole. Ça parle de quoi? Écoute, c'est quatre mecs, 40, 50 ans, tu vois, je peux me reconnaître dans la tranche d'âge, qui sont des machos alpha. Alors là, j'ai plus de mal à me reconnaître. Il y en a un qui est père de famille et qui vient de sortir d'une rupture douloureuse avec sa femme. Justement, il fait partie de ces 1 sur 2 qui sont divorcés. D'accord. Il a une fille qui est une adolescente et qui lui dit « Papa, si tu veux oublier maman, en gros, il va falloir que tu couches avec 10 femmes. » Parce que c'est la statistique qui te permet d'oublier celle d'avant, quoi. Bon, déjà, tu vois la quantification des trucs, on va dire, t'as 10 expériences et tu oublies. Première chose. Et son père est plutôt sceptique, il n'a pas dans toute sa vie eu autant de conquêtes. Oui, donc il est dans le monde d'avant. Pas c'est une intensification, justement, où il a des repères avec peu d'expérience, mais qui sont structurantes. Et elle dit, il faut que tu fasses plus et plus vite grâce aux applications. Et elle lui dit, et ça, cette phrase est prodigieuse, parce qu'elle dit la nouvelle métaphysique du temps, on n'a qu'une seule vie. Donc, hors de cette vie, il n'y a plus rien. Et c'est ça la dimension individuelle actuelle. C'est-à-dire, va pas chercher le salut ou l'espoir dans la promesse de l'éternité, du paradis, de l'Éden et tout. Papa, t'es dans la merde. Si tu vis pas pleinement cette vie, il n'y aura rien d'autre. Donc l'intensité, ce serait une nouvelle norme? Ouais, c'est absolument ça. C'est une nouvelle norme qui guide des comportements qui vont être type. Aujourd'hui, le véritable péché, c'est de manquer d'intensité dans sa vie. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que à la fois, c'est une injonction à vivre plus intensément, plus profondément nos expériences. Donc, tu vois, avoir un sentiment d'être qui est plus fort, c'est augmenter notre puissance de vie, d'action dans la vie et ressentir plus fortement. Et en fait, c'est une conséquence aussi d'un monde qui semble s'éloigner, qui semble devenir de plus en plus étranger, hostile, froid, muet. Donc, plus le monde qui est comme orchestré par la raison, par la technologie, par l'extraction massive des ressources, plus il s'éloigne de nous, plus nous, en tant qu'êtres, on va avoir besoin de rechercher en nous des échos, des résonances, des vibrations intenses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, oui, c'est une nouvelle norme et c'est une nouvelle forme de construction de la subjectivité aussi. Parce que, déjà, je te dis, le monde est plus muet, mais aussi, il y a cette façon de se dire, moi, je vais me fier dans mon rapport au monde et mon rapport aux autres à ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est une façon de mesurer une sorte de jauge interne et intime qui nous permettent d'évaluer nos expériences. On ne se fait plus confiance au monde objectif. Le monde objectif, les faits, ça n'a plus aucune importance. Ce qui est important, c'est la perception intime que j'ai des choses. Et en plus, c'est magnifique parce que tu as des outils qui vont te permettre de le faire, qui sont des outils qui sont mis à ta disposition. C'est ce qu'on appelle le Quantified Self. Et ce qui va te permettre de savoir quelle est ta performance quand tu fais du jogging, si tu as bien dormi, si tu as respecté tes cycles de sommeil, etc. Tout ça qui va permettre de mesurer ce qui se passe à l'intérieur de toi et qui se conjugue avec la recherche de la sensation d'intensité. Il faut bien voir une chose, c'est que la modernité a produit un monde intense et ce monde intense a recherché en nous, dans notre subjectivité, un homme intense. Et cet homme intense, il a pris différentes figures. Et je pense qu'on peut essayer de s'amuser avec toi et essayer de dresser le profil de ces figures qui sont succédées à travers l'époque. Est-ce que tu es partant pour te laisser distraire un peu? Toujours partant pour me distraire. Là, je m'appuie sur Tristan Garcia. Il nous explique que finalement, le premier homme intense, c'est lié à la modernité.
c'est l'homme sadien, le libertin, Oui, ok, d'accord. qui recherche l'intensité dans le plaisir sexuel, La jouissance bien sûr, au sens large. la jouissance. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça donne le sadisme. Hein. Oui, Il y a la notion de douleur qui va avec. Oui. L'intensité, elle est dans le plaisir, mais elle peut être aussi dans la douleur, dans la souffrance éprouvée. mais c'est dans la douleur d'autrui chez Sade ou en général du coup? C'est dans la douleur d'autrui, mais même celui qui souffre peut retirer un plaisir. Ouais. Et en fait, ce qui est important, c'est pas... Il n'y a pas de hiérarchie morale entre le plaisir qui est bien et la douleur qui est mal. Ça serait l'intensité. Si tu as un petit plaisir, mais une grande souffrance, eh bien la grande souffrance sera plus préférable et plus désirable que le plaisir. Quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, donc ça veut dire que le régime de l'intensité est vraiment ce qui permet d'évaluer l'expérience. C'est l'homme sadien. D'accord. Ensuite, tu as le romantique. Lui, il va plus chercher simplement à l'intérieur, par le biais de la plaisir et de la souffrance, à activer l'intensité. Il va chercher dans la nature ce vecteur-là. Il va se confronter à la nature turbulente, la mer agitée, les orages, Frankenstein, tu vois, genre le fait que l'électricité vienne prendre corps dans un être, les tableaux de Turner où tu vois des orages qui déchirent le ciel. Donc l'intensité, elle est dehors, et l'homme, en se confrontant au sublime, à ce qui est plus grand que lui, il va trouver de l'intensité. D'accord. Ça, c'est le deuxième stade. Romantique. Deuxième homme intense. Okay. Le troisième, c'est le rocker. C'est l'adolescent électrifié. Alors ça, c'est intéressant parce que l'adolescent, ça devient l'image même de l'intensité. On parlait tout à l'heure de la stabilité dynamique, tu sais, au niveau de l'individu qui bouge, qui est tout le temps en mouvement. Tout en mouvement. Il ne sait pas très bien qui il est. Pour vraiment arriver à se conférer une identité, il est obligé de bouger toujours plus vite. Comme une toupie, tu vois, qui a plein de couleurs quand tu la tournes. D'accord. Eh bien, la couleur devient unie. L'adolescent, il est un peu dans cette énergie-là. Il devient une sorte de référence de ce nouveau cadre de l'intensité dans la modernité à partir, tu vois, de la société de consommation. Il cherche tout le temps des choses nouvelles, très bien. Et deuxième chose, il va... Alors pourquoi le rocker? Parce qu'il va s'appuyer sur l'électricité de la guitare électrique. C'est l'adolescent électrifié, c'est le rocker, parce qu'il va chercher avec une guitare à décupler sa puissance d'action dans le monde. Les sensations qu'il se procure à lui et qu'il procure à l'autre. D'accord, ouais. Tu vois, tu as une typologie où tu as trois stades qui sûr, succèdent. Et puis enfin, l'intensité, aujourd'hui, elle touche absolument tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde qui sont frappés par ce syndrome de la recherche d'intensité. Et là, on commence à avoir un problème parce que quand on parlait de l'homme sadien, on est du côté d'une avant-garde. Quand on est du côté du romantique, là aussi, on est du côté d'un mouvement artistique, littéraire, poétique. On est dans une avant-garde. Le rocker, c'est celui qui conteste l'ordre établi. C'est la subversion. C'est mai 68, quoi. C'est mai 68. C'est tout. C'est strates qui contestaient finalement l'ordre bourgeois. La bourgeoisie, c'est quoi? C'est dans leur représentation, c'est une certaine mollesse, c'est une certaine apathie, c'est un certain goût du tiède, du neutre, le manque de passion. Sauf que si c'est monsieur et madame tout le monde maintenant qui recherchent l'intensité, il n'y a plus d'ennemis. Ah oui. Tout le monde devient intense. Or, quand tu es intense tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais pas. L'intensité, elle baisse. Ah oui. Tu vas devoir rechercher de nouvelles sensations. Ouais, donc tu es en perpétuelle quête de nouvelles sensations. C'est ça. D'accord. On perd de l'intensité, en fait. L'intensité, tu sais, c'est graduel. On va rechercher toujours un niveau plus élevé d'intensité. Donc si tout devient intense, plus rien ne l'est véritablement. Ouais, d'accord. Et c'est là où les technologies, tu parlais tout à l'heure des applications de rencontre, on pourrait parler de Netflix, on peut parler des algorithmes qui sont derrière tous les réseaux sociaux sur lesquels on est, vont entrer en œuvre. Parce que la technologie va essayer de nous transformer en véritables addicts. Bien sûr. Stimulation agressive, qui vont chercher à retenir notre attention, système de la récompense qui est activé, tac, tac, tac. C'est le scroll infini là sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ouais. Avec des images, avec des sollicitations permanentes, on va chercher à créer une expérience qui stimule intérieurement et donc qui artificiellement crée de l'intensité. Et en fait, il y a trois mécanismes qui vont être mis en place pour susciter toujours une intensité nouvelle, même dans une expérience qui est banalisée au niveau de l'intensité. C'est la variation. Dans le système de récompense, c'est comme quand tu vas au casino, en fait. Imagine, tu joues à une machine à sous, quand tu gagnes, tu es content. Mais si tu gagnes à chaque coup, tu vas te lasser. Il faut que le système soit imprévisible pour toi. Donc la variation crée le plaisir, crée l'intensité. Ça, c'est une des premières ruses qu'on va créer selon Tristan Garcia pour trouver l'intensité. Le deuxième, c'est l'accélération. Je suis fasciné par cette molette sur YouTube que tu trouves maintenant sur Netflix qui permet de voir les séries, de voir les programmes en vitesse accélérée. Oui.
d'avancer en fait. Il faut aller de plus en plus vite. Ouais. C'est comme si on s'ennuyait avec à la vitesse normale, tu vois. Ouais. Et ça, l'accélération crée l'intensité. Ça sur les montages vidéo aussi, c'est très jump cut maintenant, c'est-à-dire qu'on va directement au texte et il n'y a plus de gras dans les textes quoi, des fictions. Ouais, toi qui es acteur, tu le sais bien quoi, dans un montage. Et ça n'a plus rien à voir avec le montage des années 60. Tu regardes un film de la Nouvelle Vague. Ah oui, non, c'est pas le même rythme. Et en fait, ça veut dire qu'au niveau rétinien, tu es stimulé de façon permanente pour qu'on garde ton attention. C'est ça. Moi-même, je suis le produit de ça parce que je parle beaucoup plus vite que mes prédécesseurs, que les profs des années 60 ou 70, les mandarins, qui prenaient vraiment le temps de l'élocution, qui ralentissaient. Non, je suis pas comme ça. Je suis obligé de parler vite pour retenir ton attention. La dernière ruse, je l'aime beaucoup parce que même le terme est joli, c'est le primavérisme. C'est la prime, en fait, à la première fois. Dans nos expériences, on recherche toujours la première fois. La première fois, c'est ce qui nous donne le plus de plaisir, c'est ce qui va donner la sensation d'un sentiment plein qu'on va chercher à restaurer à chaque fois. Alors, tu as plein de premières fois différentes dans la vie. Hein. Ton premier travail, ton premier amour, ton premier film au cinéma. Donc la première fois réveille un goût de la nostalgie qu'on va chercher à réactiver. Et la modernité tardive, celle dans laquelle on vit, et cherche à générer des premières fois, notamment par le goût du scoop, de la nouveauté. Il faut être le premier à voir, le premier à lire, le premier à entendre parler d'une chose. On cherche à réactiver artificiellement ça. Et avec ces trois choses, finalement, tu recrées une intensité, certes totalement technologique et artificielle, mais elle est là. D'accord, mais c'est dramatique, du coup. C'est pas réjouissant, ouais. Ouais. La solution, c'est quoi? C'est le retour à la Terre, partir dans les Cévennes, élever des chefs dans le Vercors et on abandonne tout et on se cache? Bah écoute, en tout cas, il y a certains qui ont adopté cette solution. Oui. Tu coupes Internet, tu te sors de l'humanité, on revient aux vieilles stratégies des sages qui se retirent sur la montagne pour trouver la vérité. C'est le film avec Viggo Mortensen, là, Monsieur Fantastique. Je sais pas si tu as vu exact. Qui part avec sa famille. Ouais, exactement. Ouais, et après, qui est confronté au retour à la vie civile. Et c'est sacré conflit. Et il y a aussi Into the Wild. Oui, complètement. Ouais. Voilà, où lui a son diplôme en poche, il se barre, il va s'isoler, et il meurt de façon idiote. J'ai spoilé la fin. Oui, mais allez, si vous voulez le voir, c'est raté, du coup. Non, mais il y a peut-être d'autres façons de faire ça, tout en restant dans la civilisation et dans la modernité. Par exemple, un terme qu'on n'emploie plus parce qu'il est devenu presque tabou, c'est l'ennui. Si on essayait de cultiver l'ennui... Et pourtant, c'est bien, hein, c'est source de création, l'ennui. Eh ben, je trouve aussi. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais pour t'ennuyer? Qu'est-ce que je fais pour... absolument rien. Déjà, c'est couper les écrans, c'est vrai. Parce que qu'on parle de réseaux sociaux, de stimuli immédiats, de jeux vidéo également, on est tout de suite sur quelque chose où le cerveau n'a même pas besoin d'entrer en action. Les scénarios sont déjà écrits et il y a juste à se laisser porter par une narration. Tandis que de marcher, par exemple, les mouvements binaires, mais qui n'engagent à rien intellectuellement parlant. Viens, on va marcher, je te propose d'ailleurs. Justement, oui. Allions le geste à la parole. Ce mouvement-là, perpétuel mais stérile en termes de pensée, génère chez moi de la pensée. Je suis d'accord. La nature a horreur du vide. Quoi. Tu marches à un rythme qui correspond à la flânerie de la pensée. La pensée se met en place doucement, il se passe des choses. En fait, dans l'ennui, il se passe jamais rien. Mais il faut laisser ce vide se remplir de quelque chose. Exactement.